Je crois qu'on va commencer. Voilà, alors bonsoir à tous, à toutes, à ceux qui sont dans la salle avec nous et aux personnes qui sont donc derrière leur écran. La vie accueille ce soir Erwan Le Moredek, qui est une personne que nous connaissons bien à la vie, puisque vous écrivez une chronique tous les 15 jours dans notre journal. Vous êtes avocat, auteur de plusieurs livres, mais d'un livre très remarqué qui s'appelait donc Fin de vie en République, édité au CERF. Avec ce livre, vous avez voulu participer au débat sur la fin de vie qui anime notre société, en traitant sous un angle républicain cette question majeure qui, selon vous, engage les valeurs profondes de notre société. Avant d'entamer cette conférence, je précise que vous êtes un ardent défenseur des soins palliatifs et que depuis la sortie de votre livre, vous êtes devenu bénévole en soins palliatifs dans un hôpital à Paris. Alors, j'ai une question un peu personnelle pour commencer cette conférence. Pourquoi êtes-vous devenu bénévole en soins palliatifs et est-ce que cette expérience vous a fait bouger dans votre approche de la fin de vie? Alors, déjà merci de votre accueil. Euh, Pourquoi je suis devenu bénévole en soins palliatifs? En fait, ça fait 25 ans que je tourne autour des soins palliatifs quelque part. Il y a 25 ans, j'ai eu la chance de connaître une jeune femme qui était infirmière en soins palliatifs et donc qui m'a fait connaître ce service, cette spécialité, à une époque où c'était assez peu connu, puisque la première loi qui installe un peu les soins palliatifs est de 99. Donc je m'y suis intéressé depuis ce temps-là. Et puis, progressivement, je m'en suis rapproché. Donc, je suis allé une fois visiter une unité de soins palliatifs, puis j'en ai visité d'autres pour la préparation de mon livre. Et j'ai écrit mon livre. Puis une fois que je l'ai rendu, je n'avais pas envie de quitter ce monde-là, parce que ce que j'y ai trouvé me touche personnellement, intimement. Euh, quand je sous-titre mon livre Avant d'éteindre la lumière, c'est parce que réellement, j'y ai trouvé une lumière dans les services de soins palliatifs, à tous égards, mais aussi une lumière personnelle, euh, une espérance dans la société. J'ai un certain nombre de raisons d'être critique envers la société, comme beaucoup, mais là, trouver un endroit où les gens sont là pour prendre soin des autres, où il y a de la bienveillance, j'ai Vous pouvez peut-être voulu. rappeler quel service vous aviez visité pour préparer ce livre? Ouais. J'avais commencé par aller. Alors ça, c'était avant même la préparation du livre. J'étais allé à Puteaux, au centre, c'est centre Rive de Seine, qui est un service d'une douzaine de lits. Je suis allé ensuite à Gardanne, visiter un établissement qui s'appelle La Maison, qui est un établissement de référence en France, qui a été créé au moment des années SIDA et qui est un établissement en plus qui concentre des cas difficiles parce que compte tenu de leurs compétences, on leur envoie les cas difficiles. Donc, j'ai passé 2 jours là-bas. Et puis j'étais allé visiter aussi Jeanne Garnier, qui est probablement, enfin, c'est un petit peu la source. Enfin, c'est un peu à partir de là que les soins palliatifs ont irrigué un peu en France. Et alors, en devenant bénévole, est-ce que vous avez un peu bougé sur votre vision des soins palliatifs? Est-ce que ça vous a troublé? Est-ce que vous vous dites, par exemple, vous voyez, on intitule notre conférence Euthanasie ou soins palliatifs. Quelle fin de vie voulons-nous? Est-ce que la cohabitation, euthanasie et soins palliatifs, vous semble possible avec l'expérience que vous en avez en tant que bénévole, par exemple? Je vous dirais que ce qui a pu... enfin,
Déjà pour commencer, ça doit faire 7-8 mois que je suis bénévole. C'est en soi déjà un temps conséquent, on va dire. Mais d'un autre côté, c'est quelque chose qui, je pense, vous travaille et va me travailler longtemps. Et je parle en ayant aussi à l'esprit d'autres bénévoles qui sont là depuis 15 ans, 20 ans. Donc moi, c'est quand même relativement récent. Euh, mais, mais il est vrai que, bah, par exemple, il y a 10 jours, j'ai rencontré une femme, j'ai passé 45 minutes avec elle, une femme dont on m'avait dit qu'elle demandait une sédation profonde. Et, et de fait, ça m'a vraiment troublé sur le Alors, il moment. faut peut-être rappeler ce que c'est Ouais. que la sédation profonde et continue. Oui, la sédation profonde et continue, c'est en fait, pour dire les choses rapidement, c'est une façon de vous placer dans un coma artificiel en attendant la survenue du décès Et naturel. endormir pour ne pas souffrir. Voilà, c'est ça. C'est ce qui Et, est prévu par la loi Leonetti ouais, 2. ouais. Et effectivement, c'est quelque chose qui est normalement, enfin, qui est soumis à des conditions. On ne peut pas, effectivement, parce qu'on a une maladie, demander la sédation. On peut la demander, mais elle n'est accordée que si elle répond à ces conditions, et notamment le fait que le décès soit attendu à brève échéance. Donc là, oui, effectivement, j'ai rencontré cette personne, et qui est dans une situation qui, effectivement, m'a fait toucher du doigt les cas limites que l'on peut avoir. Alors, ça n'est pas, comme on le dit souvent et comme on le met en avant, une personne qui a la maladie de Charcot. On a l'impression qu'il n'y a que ça comme cas limite. Ben moi, pour moi, un cas limite, c'était cette personne qui est dépendante de son oxygène, qui me dit ben, vous ne savez pas ce que c'est que de s'asphyxier, que de chercher son oxygène et de ne pas le trouver. Moi, je ne peux plus rien faire. Je ne peux plus monter un escalier, je ne peux plus avoir aucune activité. C'est une personne qui a été très active dans sa vie, qui a eu des engagements humanitaires importants, intéressants. Aujourd'hui, ben, elle peut plus. Elle me disait, elle était sur le bord de son lit, bien apprêtée, en me disant, ben, là, j'ai l'air bien, mais c'est parce que je ne bouge pas. Euh, et voilà, son mari est décédé depuis de nombreuses années. Elle n'a pas d'enfant. Elle a une sœur, mais qui est à 500 km, qui a fait 2 infarctus, donc qui ne peut pas se déplacer. Donc, elle me dit, moi, mes amis sont morts. Qu'est-ce que la vie me réserve? Qu'est-ce qu'ils vont faire de moi ici? Est-ce qu'ensuite je vais aller dans un EHPAD où sans me maltraiter, mais on va me laisser dans une chambre avec une couche qu'on ne va pas changer et sans s'occuper de moi. Euh, et, et elle me disait les choses de façon totalement maîtrisée, rationalisée. Et effectivement, j'ai expérimenté d'une part le fait d'être assez démuni parce qu'il ne s'agit pas avec un patient, il ne s'agit pas de débattre, il ne s'agit pas de lui remonter le moral, il s'agit donc voilà, il faut trouver la façon d'être avec la personne. Et puis, ça m'a aussi un peu ouais, percuté sur mes convictions. Alors après quelques jours, quelques temps de maturation, c'est vrai que d'une part, bon, je ne vais pas forcément rentrer dans les détails parce que c'est une situation qui est en cours d'évolution et c'est pas, ça me gêne un peu de trop détailler, mais justement, il y a aussi une évolution. Euh, il y a aussi le fait que ben, j'ai eu le sentiment que ça illustrait les demandes d'euthanasie qui viennent de personnes qui veulent de la maîtrise. Mais cette dame réclamait une sédation profonde. Elle réclamait pas Elle l'euthanasie. réclame une sédation profonde, mais elle me dit, je trouve scandaleux que dans notre pays, on ne puisse pas demander à des médecins de mettre un terme à votre vie. Et puisqu'elle ne peut pas demander ça, elle demande une sédation. Euh, Alors, la cohabitation des deux possibilités, est-ce que ça vous semble possible? Et qu'est-ce que ça créerait si la loi évoluait? Déjà, au-delà de ce qui me semble, je pense que c'est ce que je regrette un peu dans ce débat, c'est qu'on écoute assez peu la pratique, on écoute assez peu les acteurs de terrain. En fait, techniquement, c'est possible. Quelqu'un qui sait poser une perfusion,
c'est euthanasier. Et ça ne demande pas de savoir-faire particulier. Donc techniquement, c'est possible. Juridiquement, tout est possible. Donc on ne peut pas dire qu'il y ait en soi d'impossibilité de pratiquer une euthanasie dans un service de soins palliatifs. En revanche, ce que l'on oublie un peu, d'une part, c'est que les soignants de soins palliatifs sont à une écrasante majorité contre. À une écrasante majorité, ils vous disent ils ne perçoivent pas cela comme compatible. On peut peut-être, dans ces cas-là, les écouter. Mais alors pourquoi? Ben, je pense une chose aussi qu'il faut vraiment prendre en considération, c'est que d'abord, on ne parle pas de n'importe quel rôle dans la société, dans la vie. On parle aussi de personnes, enfin, on parle de personnes, je veux dire que ceux qui dispensent les soins palliatifs ou qui dispenseraient l'euthanasie sont des êtres humains. On les voit comme des professionnels, des prestataires, des gens qui sont susceptibles de faire ce qu'on leur demande. C'est pas n'importe quoi ce qu'ils font tous les jours. C'est pas n'importe quoi tous les jours d'aller dans un endroit que les gens en fait ne veulent même pas connaître, dont ils veulent ignorer l'existence, aller tous les jours auprès de gens dont on sait qu'ils vont mourir. Les écouter, moi, une des premières fois quand j'étais allé à Puteaux, j'avais demandé à une personne, je lui ai dit, mais comment vous faites pour tenir? Faut vous blinder. Et elle m'avait dit, non, on ne se blinde pas, c'est les émotions qui nous font vivre. Et sur le moment, je l'ai entendu, maintenant je le ressens un peu. C'est-à-dire que si vous rentrez dans une chambre blindée, vous ne faites pas bien votre métier. Vous faites pas bien, vous ne remplissez pas bien votre rôle de soignant. Bénévole, c'est différent, mais si je rentre blindé dans une chambre, autant pas y rentrer. Et les soignants qui effectivement sont en soins palliatifs, tout en gardant quand même une distance juste vis-à-vis du patient, ils ne sont pas là juste dans l'accomplissement de gestes techniques. Ils prennent en charge globalement la personne, ils écoutent ses angoisses, ils connaissent les proches. Comme le dit Claire Fourcade, qui est présidente de l'ASFAP, donc la Société savante de soins palliatifs, elle connaît parfois jusqu'au nom du chien. Et parfois, le chien est dans la chambre. Et parfois, le chien est dans la chambre. On écoute effectivement les angoisses. Et quand on écoute quelqu'un, il n'y a pas une vitre. Enfin, je veux dire que quand vous écoutez quelqu'un vous exposer ses angoisses de fin de vie, de mort, de souffrance, vous le prenez dans le ventre aussi. Et donc, euh, soit vous vous impliquez pleinement auprès de la personne, mais si on vous dit à la fin, il va falloir que vous entriez dans la chambre, vous disiez bonjour à la personne, vous le regardiez droit dans les yeux en lui disant bon bah voilà, c'est l'heure que vous avez fixée et que vous allez injecter le produit. Bah, quand vous allez repartir pour accompagner quelqu'un d'autre, soit vous, enfin pour moi, on ne peut pas le faire sans se déshumaniser quelque part, c'est-à-dire sans déshumaniser sa pratique. C'est-à-dire il va falloir mettre un écran parce qu'à un moment donné, humainement, émotionnellement, c'est pas possible de s'impliquer de la même manière avec quelqu'un dont on sait qu'on va devoir lui ôter la vie. Et c'est quand même ça. Ce que vous voulez dire, c'est que ce sont deux schémas contradictoires, finalement. Oui, je parlais dernièrement avec une psychologue en soins palliatifs et c'est sûr, enfin, c'est facile de nous opposer le fait que les choses soient compatibles. Mais elle me disait, je ne peux pas faire les deux. C'est juste une question de possibilité ou d'impossibilité humaine. Elle me dit, moi, si je rentre dans une chambre, c'est un peu comme si j'avais un interrupteur. Soit je me mets en mode accompagnement jusqu'au bout, soit je me mets en mode euthanasie. Et je vais, dans un cas, euh, être dans un mode où aussi je vais rechercher jusqu'au bout tout ce que je peux faire euh, avec toute la créativité des soins palliatifs. C'est quand même assez formidable. Là, dernièrement, je voyais que dans l'établissement où je suis, ils sont en train de mettre en place un système de thérapie par la musique. C'est un peu particulier, avec une application, mais c'est, comme il le dit, c'est pas une playlist qui fait du bien. C'est en fait par la musique,
par l'évolution des rythmes de la musique, une façon qui permet de détendre, qui permet de... Alors c'est plus compliqué que ce que je dis, mais je veux dire, ils ont une vraie recherche pour voir tout ce qu'ils peuvent mettre en place pour soulager la personne au-delà de l'injection de molécules et des transfusions. Donc toute cette créativité, elle vient aussi, je pense, du fait que vous ne pouvez pas vous en sortir par une piqûre. La question de la créativité, effectivement, c'est ce qu'opposent toutes les équipes de soins palliatifs quand elles se hérissent contre l'euthanasie. Euh, pour autant, c'est quand même difficile je trouve que si vous voulez, la sédation profonde et continue peut poser les mêmes questions, en fait. Vous voyez? Oui, je vois, et c'est vrai que c'est quelque chose qui interpelle, qui est parfois, pour mettre les choses sur la table, pour moi, à un moment donné, quand ils ont parlé de la sédation profonde et continue, pour moi, c'était une façon de légaliser une forme d'euthanasie. Et je l'ai dit, j'étais à une réunion, à une conférence où il y avait Didier Sicard, on en parle un peu, j'étais avec une autre amie, pas celle dont j'ai parlé tout à l'heure, mais qui était infirmière en soins palliatifs. Et à un moment, je lui dis, oui, enfin, la sédation, c'est quand même un peu une euthanasie. Et je l'ai vu se décomposer. J'ai vraiment eu le sentiment de l'avoir personnellement blessé en disant ça. Donc j'ai du coup essayé de comprendre quelle différence elle faisait. Euh, et, et vous avez une différence qui est une différence essentielle. Alors, dans le débat, vous avez à la fois les partisans de l'euthanasie et, on va dire, des, des catholiques très militants qui vont vous dire tout ça, c'est de l'hypocrisie. On peut appeler hypocrisie ce qui est la nuance et ce qui fait la vie. En l'occurrence, c'est une nuance importante, c'est-à-dire l'intention, l'intentionnalité d'un acte. Et l'intention de la sédation, d'abord, on n'utilise pas les mêmes produits, donc quand on entame la procédure, on ne fait pas la même chose, on le sait dès le début. Et l'intention, elle est de soulager jusqu'au bout, euh, de combattre la souffrance et de laisser venir la mort naturelle. Elle n'est pas de provoquer la mort. Euh, et cette intention, ça n'est pas une hypocrisie, c'est quand même quelque chose, enfin je veux dire, dans notre droit, on distingue des infractions intentionnelles, pas intentionnelles. En théologie, l'intentionnalité d'un acte, ça a un sens. Donc on ne peut pas réduire la différence entre la sédation et l'euthanasie à une simple hypocrisie, à une simple... Terminologique. Voilà, ce n'est pas une différence terminologique. En revanche, c'est certain que la nuance étant difficile à saisir, pour beaucoup de gens, soit on est déjà allé trop loin, soit on n'a juste pas le courage de franchir le pas. Et donc c'est vrai que ça nous place dans une situation délicate. Mais la fin de vie est par nature délicate. Donc il ne faut Alors, pas s'en étonner. si on se place du point de vue des défenseurs de l'euthanasie, ils brandissent l'argument des euthanasies qui seraient cachées, faites dans le secret et sans accord du patient. Finalement, certains défenseurs d'euthanasie brandissent l'argument de l'hypocrisie. Mhm. Qu'est-ce que vous en pensez et qu'est-ce que vous rétorquez à ça? Déjà, une première chose, c'est que si des euthanasies sont réalisées sans l'accord du patient, déjà aujourd'hui, une euthanasie est un homicide, mais dans aucun pays au monde, même ayant légalisé l'euthanasie, on considérerait ça admissible. Mettre fin à la vie de quelqu'un, même si c'est animé de l'intention qu'il ne souffre pas sans son accord, c'est un meurtre. Et personnellement, je pense que si des personnes sont susceptibles de franchir cette ligne rouge aujourd'hui, le jour où on légalise, ils trouveront une autre ligne rouge à franchir. Je veux dire qu'il y aura nécessairement quand même des conditions qui seront posées. Il y aura forcément des cas limites Et dans il la y aura loi. des cas limites, et je pense que les mêmes personnes pousseront un peu plus loin la transgression, parce que c'est dans leur état d'esprit, c'est dans leur façon de concevoir leur rôle. Et puis, il faut aussi voir que la légalisation de l'euthanasie, ça n'a pas supprimé
les euthanasies clandestines. En Belgique, on sait qu'entre 25 et 50%, selon les estimations, des euthanasies ne sont pas déclarées. Et donc, dans ces 2 euthanasies non déclarées, on ignore tout de leur réalisation. On ne sait pas si elles ne sont pas déclarées simplement parce qu'il y a un décalage de quelques jours, ou si elles ne sont pas déclarées parce qu'en réalité, il n'y a pas de consentement. Et c'est pas parce que de fait, c'est pas parce qu'il y a, enfin, je veux dire, quand on veut supprimer un interdit, ben, on trouvera toujours en fait une transgression supplémentaire. Alors, l'euthanasie, vous en parlez, hein, l'euthanasie ou le suicide assisté, ou les deux, sont possibles au Canada, en Suisse, en Belgique. Ces modèles, selon vous, ne sont pas transposables en France? Ils sont transposables, mais ce sont des anti-modèles. Il y a quand même, aujourd'hui au Canada, ce qu'on découvre est quand même assez terrifiant. La société, le modèle de santé n'est pas directement similaire, enfin, en tout cas pas identique au système français. Mais on découvre ça parce qu'en fait, en ce moment, ils sont en train de débattre de la possibilité d'élargir l'euthanasie aux personnes atteintes de troubles psychologiques et de troubles mentaux. Et donc, ça suscite le débat, mais on découvre de nombreux cas de personnes qui, clairement, choisissent l'euthanasie en raison de leur pauvreté, en raison de leur précarité. Il y a un article qui est sorti ces derniers jours dans un journal qui s'appelle The New Atlantis, qui, sur Internet, est fondé sur des documents internes d'une association de médecins qui pratiquent des euthanasies. C'est assez terrifiant de le voir. Il y a notamment un moment un médecin qui demande au formateur, qui dit au formateur, il y a des cas dans lesquels on voit bien que la motivation principale de l'euthanasie, c'est la précarité des personnes. Et alors, le formateur a un petit rire et il dit, oui, effectivement, c'est problématique. Quand ça a été légalisé, je me suis dit que légaliser l'euthanasie, pour ces situations-là, ce serait un vrai levier pour obtenir des améliorations de la couverture sociale, ce qui est d'une naïveté sympathique, mais d'une grande naïveté. Et puis vous avez une autre formatrice, une personne qui réalise des euthanasies, on la voit à l'écran avec son PowerPoint, et elle parle à un moment donné du cas d'une personne qui s'appelle Mary, je vais vous le faire en anglais parce qu'elle le fait en anglais, et qui dit Mary is very clear. She doesn't want to die, she wants to live, but she has maxing out her credit card. Donc, elle ne veut pas, elle veut vivre, elle ne veut pas mourir, mais elle a déplacé les plafonds de sa carte bancaire. Et cette personne a été euthanasiée. Et donc, la formatrice dit effectivement, ce sont des cas qui nous posent problème. Et son message à la fin, c'est il faut que vous vous mobilisiez. Vous ne pouvez pas rester silencieux, il faut vous mobiliser pour obtenir une autre couverture sociale. Là encore, je pense que c'est très naïf, mais en tout cas, ça nous montre qu'au Canada, vous avez des euthanasies provoquées par la précarité. En France, il est possible que notre système de sécurité sociale ne provoque pas la même chose. Mais enfin, on a quand même des personnes qui, se retrouvant avec une maladie qui éventuellement nécessite un fauteuil roulant, n'ont pas les moyens de refaire leur appartement pour le rendre accessible, et des situations comme ça dans lesquelles la Et précarité on sera parle aussi des situations familiales, parfois tendues. Oui, ça peut être ça aussi. Il a pu arriver, même aujourd'hui, qu'on arrête les traitements d'une personne sur la pression du reste des membres de la famille. On a témoigné auprès de moi d'un cas concret comme ça. Donc pour vous, en aucun cas, sur aucun cas limite, une loi qui serait pro-euthanasie, qui légaliserait l'euthanasie, ne peut être vue comme une loi de progrès, comme c'est avancé par les défenseurs de l'euthanasie. Et si ce n'est pas le cas, pourquoi? Bah déjà, je pense que les vrais progrès qu'on a faits, ce sont les soins palliatifs, très clairement. Enfin, je veux dire que euthanasier,
c'est pas un progrès, c'est quelque chose qu'on sait faire depuis la nuit des temps. Donner du poison, c'est pas pour rien que dans le serment d'Hippocrate, on dit je ne provoquerai pas délibérément la mort, je ne donnerai pas de poison aux patients. Donc ça, on sait faire. Ce qui a été un progrès, c'est quand on s'est révolté contre la façon dont on traitait les gens en fin de vie, quand on s'est révolté contre le fait que on n'ouvre plus la porte des chambres des malades qui allaient mourir parce que ça ne servait plus à rien de faire rentrer les médecins. Effectivement les années SIDA ont été aussi un déclencheur parce que les personnes étaient maltraitées et en plus discriminées. Mais tout ce qu'on a fait là oui, c'était un progrès. Je vous parlais du Pourquoi c'est si Canada. peu Alors, vous parlez de progrès des soins palliatifs, mais pourquoi est-ce toujours si peu développé? Je rappelle qu'il n'y a pas d'unité de soins palliatifs dans tous les départements français. C'est peu développé, je pense alors les raisons sont multiples. Factuellement, dans la formation d'un médecin, ils ont 10 heures de soins palliatifs en 10 ans d'études. C'est misérable. Les infirmiers sont mieux formés. On parle, on fait de grandes déclarations en disant soins palliatifs, grande cause nationale. Bon, ce qui s'est produit concrètement, c'est que vous avez des plans triennaux d'investissement dans les soins palliatifs. Celui de 2018 à 2021 est passé à la trappe. Il n'y a pas eu de plan triennal, il n'y a pas eu d'investissement. Et le fait est que le débat qu'il y a eu sur la proposition de loi Falorni a un peu secoué tout le monde. Et donc, soudainement, en septembre 2021, on se réveille, on refait un plan triennal, mais la volonté, elle n'est pas là. Et je pense que il manque de volonté politique. Je crains Comment vous aussi. l'expliquez? Parce que finalement, quand on voit les chiffres qui sont avancés par la maison à Gardanne, par exemple, ça coûte pas si cher une maison de soins palliatifs à faire tourner. Moi, je pense il y a plein de choses. Ça part aussi tout simplement de notre disposition à tous à regarder la fin de vie. Et je pense que s'occuper des gens qui meurent, pour un pouvoir politique, ça a un sens assez relatif. Ça n'a pas un retour sur investissement politique, on va dire, pas investissement financier évident. Et puis, ça demande aussi, quand c'est de l'investissement humain. Ça ne demande pas des investissements dans des machines, dans des équipements très perfectionnés. Ça demande de l'investissement humain. Euh, et, et les soins palliatifs en soi, c'est beau parce que c'est simple et c'est humble, mais c'est pas glorieux. Vous n'allez pas avoir la possibilité de mettre en avant une découverte particulière. Vous n'allez pas avoir un prix Nobel pour les soins palliatifs. Donc vous n'avez pas la possibilité que les personnes soient tellement mises en avant. Il y a peut-être aussi une responsabilité des soignants en soins palliatifs parce que moi, je suis tout à fait touché par leur simplicité, leur humilité, mais à un moment donné, il faut savoir gueuler. Et à un moment donné, dans la vie, dans la société et dans le monde politique actuel, si vous ne protestez pas, si vous ne vous faites pas entendre, on vient pas vous chercher. Et puis je pense qu'il y a aussi, au bout du compte, une idée sous-jacente qu'un jour ou l'autre, on en finira par l'euthanasie. Et on finira par légaliser l'euthanasie. Et que donc l'urgence à investir dans les soins palliatifs est relative. Je pense Donc que là, c'est on entend beaucoup de cynisme dans ce que vous évoquez, finalement. cynisme pas de ma part. Ah non, 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 bah non, pas Ouais. de votre part. Cynisme ou inconscient. Je pense que ça relève parfois même les questions de budget. Je vois par exemple quand on prend au Canada, vous avez eu avant le vote de la loi, enfin c'est un peu plus compliqué que ça au Canada, mais simplifions. Il y a eu une étude par une université locale des économies réalisées qu'on pouvait réaliser par les euthanasies. Alors évidemment, on vous dit non, mais c'est pas ça qui a motivé le vote de la loi. Oui, mais vous pouvez empêcher personne d'avoir ça derrière la tête et de se dire que malgré tout,
ce sera peut-être un sujet. Euh, Démographiquement, il ne faut pas oublier qu'on avait 1000 centenaires en 1970, on aura 200 000 centenaires en 2070, donc des centenaires qui auront des enfants de 75 ans. Donc le grand âge va être un vrai sujet, euh, et, et que tourne un peu autour de ces questions la question de savoir comment financièrement on va faire face. Ça ne me semble pas être plus complotiste que ça, que de penser que ça peut rentrer en ligne de compte, et de façon pas forcément consciente, mais En peut-être tout quand cas, même c'est une aussi. vision ultra-libérale de la façon de gérer et la mort et le grand âge. Pour moi, de toute façon, une légalisation de l'euthanasie est une démarche ultralibérale. Est-ce que vous pouvez développer ça? Bah déjà parce que l'éthique fondamentale, enfin la notion qui prévaut, c'est la notion d'autodétermination. C'est une volonté effectivement de considérer qu'on se détermine personnellement euh, de la naissance à la fin de sa vie, que il il n'y a pas à, enfin, la société n'a pas à avoir un regard sur votre choix, et que seule la personne est légitime à s'exprimer et et à faire ce choix. Ce qui nous emmène très loin, puisque en Belgique, on discute de la possibilité d'une euthanasie pour vie accomplie. C'est-à-dire qu'à partir d'un certain âge, puisque pour le moment on dit un certain âge, c'est 75 ans, toujours, euh, on considérerait que quelqu'un qui dit bah, moi j'ai fait ce que j'avais à faire, j'ai vécu ce que j'avais à vivre, je veux partir, on pourrait l'autoriser. Pour l'instant, ce n'est pas encore le cas. Je ne suis pas certain que ça ne le soit pas assez rapidement. Mais si on va dans cette logique, pourquoi est-ce qu'on met cette limite d'âge? C'est-à-dire que si j'ai envie de dire à 35 ans, j'ai vécu ce que j'avais à vivre, j'ai apporté ce que j'ai apporté au monde, et puisqu'on dit qu'une vie ne se mesure pas au nombre des années, enfin la qualité d'une vie ne se mesure pas au nombre des années, dans une autodétermination complète, bah, la société n'aurait rien à me dire. Et ça, pour moi, c'est effectivement une vision qui est une vision ultralibérale, euh, qui m'inquiète fortement, qui s'oppose, parce que c'est une éthique de l'autodétermination qui s'oppose à ce qui est pour moi l'éthique de la fraternité, euh, et qui m'inquiète parce que cette autodétermination, pour moi, ça confine à l'abandon. Parce qu'en fait, vous dites, vous mettez entre les mains des gens cette question vertigineuse qu'on accepte et qu'on peut se poser quand on est en pleine possession de ses moyens, en se disant, non, moi, enfin, on ne s'imagine pas faible, on ne s'imagine pas isolé, on ne s'imagine pas précaire. On s'imagine tel qu'on est aujourd'hui, capable de s'opposer aux pressions qu'on pourrait subir, aux influences. Euh, et, mais la réalité, c'est qu'on met entre les mains de gens qui sont dans le stade ultime de la vulnérabilité cette question, et en leur disant, c'est votre choix, c'est votre liberté. Pour moi, c'est pas une liberté, c'est pas un choix, c'est une oppression. Se retrouver, tel que je vois beaucoup de patients là où je vais, se retrouver à devoir se poser en plus la question de savoir si demain je vais devoir demander la mort, sans la demander. C'est des gens qui ne demanderont peut-être jamais l'euthanasie, mais leur infliger le fardeau de ce questionnement, c'est pas libérateur. C'est clairement quelque chose qui va peser lourdement sur les personnes en fin de vie. Peut-être qu'un des points aveugles, justement, c'est que cette loi, enfin, ça va être légiféré par des gens qui sont en bonne santé et qui ne se posent pas forcément la question pour eux-mêmes à l'instant où ils légifèrent. Bah, typiquement, qui débat? Qui est sur les plateaux de télévision, qui effectivement est à l'Assemblée nationale. Ce sont des gens qui ont conçu leur vie dans dans un certain pouvoir, enfin une certaine. C'est des gens qui ont quelque part réussi leur vie, qui ont l'habitude de décider, qui ont l'habitude de maîtriser, qui aussi vont être souvent des personnes. Moi, je vois
Quand je vois des artistes, je ne peux pas m'empêcher de penser aussi qu'un certain nombre d'entre eux, légitimement, sont inquiets de leur apparence physique. Certaines personnes qui ont tout fondé sur le corps sont forcément inquiets de ça. Quand je vois certains intellectuels qui se prononcent là-dessus, je ne peux pas m'empêcher de penser que ce qui joue, c'est le fait que toute la légitimité, enfin toute leur vie, est basée sur, sur leur intellect. Euh, mais ce sont effectivement des personnes qui ne sont pas... Je ne veux pas les délégitimer, elles ne sont pas représentatives. Elles ne sont pas représentatives de la diversité des personnes que l'on peut voir effectivement dans les hôpitaux, que l'on peut voir en fin de vie. Et donc ce sont des personnes qui vont en revanche être représentatives d'une certaine partie des patients qui demandent l'euthanasie, c'est-à-dire des patients qui ont été dans la maîtrise toute leur vie et veulent être dans la maîtrise aussi à la fin de vie. Et je précise que je l'entends totalement. Je trouve que c'est recevable, c'est entendable. Ça ne veut pas dire que je considère qu'il faille y faire droit, mais je comprends totalement cette disposition d'esprit. On est en plein débat public ces semaines depuis le mois de décembre. La Convention citoyenne s'est ouverte. Qu'est-ce que vous attendez de cette Convention citoyenne, donc de ces 134 citoyens réunis par le CESE et qui doivent débattre de la fin de vie? Si je dis que j'en attends de l'honnêteté, je ne sais pas si c'est trop ambitieux. Euh, je, je vois bien qu'un certain nombre de citoyens, d'après d'après ce qui est retranscrit dans la presse et d'après ce que certains me disent, sont dans une démarche sincère, se posent de vraies questions, sont même un peu impressionnés par la tâche qu'on leur, enfin, qui leur incombe. Euh, En revanche, là où je ne suis pas sûr d'en attendre grand-chose, c'est que j'ai le sentiment que tout est verrouillé dans ce processus de débat. Euh, Pour vous, le débat est plié d'avance. C'est-à-dire, pourquoi? Le débat est un peu plié d'avance parce qu'on a d'abord un débat qui est lancé par un président de la République qui, dans la campagne, dit qu'il est favorable au modèle belge, qui ensuite dit à Aline Renaud, en des termes, enfin, qui célèbre son combat pour l'euthanasie en termes élogieux, en disant que c'est motivé par la bonté et qu'il est temps de faire et donc nous ferons. Donc, lancer un débat quand vous avez déjà dit à l'avance ce que vous en pensez, c'est Il déjà a une dit un chose. peu tout et son contraire sur le sujet. Hein. Disons qu'il sait dire les paroles rassurantes, mais le plus catégorique me semble être allé dans ce sens-là. Ce qui ne veut pas dire, effectivement, je veux dire que ça vicie un peu la procédure. Je veux pas forcément préjuger du résultat parce que je pense aussi qu'ils sont un peu dépassés par la façon dont le débat s'oriente. Je pense qu'ils ne s'attendaient pas notamment à ce que les soignants prennent la parole à ce point. Mais après, quand vous voyez que l'organisation de cette convention est confiée au CESE, dont le président a signé une tribune pro-euthanasie, dont le prédécesseur s'était prononcé pour l'euthanasie, qui avait publié un avis, le CESE, je crois que c'était en 2018, il s'était autosaisi pour ensuite dire qu'il faudrait mettre en place une sédation explicitement létale. Je ne vais pas C'était en développer, mais 2018 au moment des États généraux de la bioéthique. ouais, voilà. Et donc qui s'est, en tant qu'institution, prononcée pour l'euthanasie, c'est eux qui organisent le débat, euh, que en plus, euh, c'est pas pour parler de mon livre, mais quand vous voyez par exemple le Centre national sur la fin de vie a fourni toute une ressource documentaire aux citoyens, avec une bibliographie. Il n'y a pas un seul des 4 livres qui sont parus en 2022 opposés à l'euthanasie qui soit dans cette bibliographie. En revanche, des livres favorables y sont, voire y sont 2 fois, et ça n'est pas neutre. Et quand vous voyez aussi derrière
mission parlementaire d'évaluation qui est confiée à Olivier Falorni, lui qui souhaite légaliser l'euthanasie, qui va évaluer une loi qu'il souhaite globalement mettre à bas, assisté de Caroline Fiat, qui a déposé une proposition de loi favorable à l'euthanasie, et Didier ou Éric Martin, je ne sais plus, Didier qui semble y être aussi favorable. Quand vous voyez une mission hors Sénat où on vient nous dire on va réfléchir à la sémantique et trouver de nouveaux termes avec des considérations qui me semblent lunaires, où on vous dit il faut apprivoiser le champ lexical pour apprivoiser la mort et ne plus en avoir peur. Je me demande qui peut penser qu'en changeant les mots, l'homme ne va plus avoir peur de la mort. Alors, il faut peut-être rappeler de quoi il s'agit pour les personnes qui nous écoutent. C'est que en fait, Éric Orsena a été missionné pour trouver les bons mots. Voilà. Trouver les bons mots, ils sont là. Euthanasie, soins palliatifs, je ne vois pas de nécessité d'employer des mots différents. Ils ont des définitions, elles sont assez claires, donc on nous dit qu'il faut les préciser. La réalité, moi j'anticipe, c'est qu'en fait, on va venir nous dire ce qu'on dit déjà actuellement quand on vous dit l'aide médicale à mourir. C'est un terme qui en soi n'a pas de sens, mais qui permet de faire semblant que tout se vale. C'est-à-dire l'aide médicale à mourir, ça peut être les soins palliatifs, puis ça peut être le suicide assisté, puis ça peut être l'euthanasie. Et donc en fait, on vous dirait, vous demandez une aide médicale à mourir, bon. Et voilà l'éventail. Non, tout ne peut pas être regroupé sous la même appellation. Mais voilà, on a non seulement une maîtrise du débat, mais en plus, en cours de débat, on vous dit on va changer les mots. Alors, au bout d'un moment, moi, je veux bien être bienveillant, mais la bienveillance, par moment, confine à la naïveté, quoi. Le président dit et redit qu'il veut un débat apaisé. Pour vous, ça ne vous semble pas possible sur ce sujet? Ben, je suis déjà étonné par cette insistance sur le débat apaisé. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que ça veut dire qu'on ne sait pas se tenir et qu'on a besoin qu'on nous explique comment on a le droit de participer au débat? Ne parlez pas trop fort. Est-ce qu'on proteste trop? Cette espèce d'injonction de vous dire il faut un débat apaisé. Oui, merci, j'ai besoin de personne. Enfin, je me suis jamais empoigné, j'ai jamais frappé les gens dans un débat. Euh, c'est un peu, je trouve, une façon de mettre le couvercle sur le débat. En fait, on veut débattre, mais que ça fasse pas trop de bruit. Et l'enjeu est tel que, évidemment, c'est un enjeu, c'est un sujet qui est d'une infinie sensibilité. Ça se prête probablement pas à des manifestations, donc c'est pas ça le sujet. Mais, Il me mais semble que le président de la République est précautionneux pour avoir vécu de l'intérieur les grandes manifestations contre le mariage pour tous. Je pense il a peur de, de la rue et de manifestations sur ce genre de sujet. oui, mais personnellement, et je n'y crois pas du tout. Enfin, je pense absolument pas qu'on ait sur ce sujet une mobilisation comme il y a eu sur la loi Taubira. Je pense pas c'est ni en nombre, ni même en opportunité. Enfin, c'est un sujet qui traverse les gens. Chacun peut avoir des, des convictions, mais aussi une histoire, des deuils, c'est donc pour moi c'est ce risque, de manifestation dans la rue est très surévalué et je n'y crois pas et je trouve que trop souvent en plus là dans ce débat j'entends cette antienne du débat apaisé repris par des gens qui, dans le même temps, se montrent d'une agressivité absolue dans leur prise de position. Moi,
je ne fais pas d'injonction aux autres d'avoir un débat apaisé, mais j'essaye de ne pas être, d'être moi-même convenable. Donc, pour moi, voilà, c'est un peu manipulatoire toujours. Finalement, la surprise pourrait venir de cette convention citoyenne, finalement, puisque tout est verrouillé du point de vue parlementaire, comme vous l'évoquiez, avec avec des personnes qui, comme Caroline Fiat ou Olivier Falorni, qui sont manifestement pro-euthanasie. Est-ce que la convention citoyenne ne peut pas faire émerger un point de vue qui soit plus pro-soins palliatifs et plus mesuré sur l'euthanasie? On peut avoir une surprise. C'est pas rigoureusement impossible. Là, je voyais que ce week-end, les participants étaient un peu heurtés par l'organisation un peu précoce d'un vote pour apparemment pour humer l'atmosphère, mais pour savoir s'ils étaient plutôt favorables à une évolution de la loi. Certains ont le sentiment déjà qu'on les oriente dans le débat et qu'on je je veux pas absolument considérer que la Convention ne débouchera sur rien. Je ne suis pas prophète, hein, ni voyant, euh, mais, euh, mais bon, j'ai un doute, y compris du fait des personnes qui sont invitées, même s'il y a quand même une place qui a été faite aux soignants, une place honorable. Mais bon, voilà, on verra. On verra, mais je ne suis pas convaincu. Est-ce que vous craignez que les médecins de soins palliatifs, les équipes que vous avez pu rencontrer, qui sont dans la créativité pour aider les personnes à aller vers leur fin de vie paisiblement, est-ce que vous craignez que ces équipes-là ou que certains médecins que vous avez rencontrés raccrochent si une loi pro-euthanasie est votée? Il y a eu une enquête qui a été faite par la SFAP parmi ses membres cet été, et un tiers des soignants interrogés ou des médecins fait part de son intention de démissionner, et un autre tiers de changer de service. Il est après, il faudra, enfin évidemment entre l'intention exprimée et la réalité, ce sera probablement pas les 2 tiers des médecins qui partiront, mais même si on est bien en deçà de cette proportion, aujourd'hui, ce dont on a besoin, c'est de développer les soins palliatifs. Donc on n'a pas besoin de perdre des gens. Et moi, je vois bien là où je suis, ils cherchent des médecins en soins palliatifs. Et c'est amusant parfois de voir comme ils se draguent pour faire valoir les avantages du service où ils sont, etc. Enfin, ils cherchent du monde, donc on n'a pas besoin de dissuader l'exercice. Et ce que je crains aussi très fort, c'est que il y ait ceux qui partent, et puis il y a ceux qui ne viendront pas. Parce que quand vous êtes étudiant en médecine, c'est déjà pas évident de choisir les soins palliatifs qui ne sont pas valorisés à leur juste valeur. Mais si en plus de ça, vous vous dites que vous allez aller dans un service où vous allez être, plus que dans tout autre service, susceptible d'être celui qui appuie sur la seringue, je pense que beaucoup vont être incités, enfin vont avoir envie d'aller dans d'autres services. Et donc là, on risque d'avoir une perte de vocation, euh, que ce soit les infirmiers, que ce soit euh, là, enfin, je ne peux pas faire état d'un sondage qui n'est pas encore paru, mais en l'occurrence, enfin, ça n'est pas que les soignants de soins palliatifs que ça heurte. Il y a une écrasante majorité de médecins qui est opposée à l'idée de l'euthanasie. Ça les heurte profondément. Donc oui, il y a un très grand risque de déstabiliser les soins palliatifs. Et de déstabiliser les médecins en général, pas forcément que ceux de soins palliatifs, comme vous l'évoquiez.
Oui, et c'est sûr aussi que des médecins généralistes eux-mêmes vont être confrontés à cette question aussi. Euh, et et ce qui est dur aussi comme perspective, c'est que ce dont témoignent des médecins, que ce soit des médecins québécois, des médecins belges avec lesquels soit j'ai pu m'entretenir, soit que j'ai entendu dans des séminaires, il y en a un qui avait cette formule, il disait jusque-là, on était vus comme des héros, maintenant on est vus comme des bourreaux. Euh, C'est-à-dire que ceux qui pendant 40 ans ont été ceux qui sont allés auprès des patients dont personne ne s'occupait plus, euh, sont maintenant perçus comme ceux qui les laissent inutilement souffrir et qui même, parce que c'est aussi ce qu'on me renvoie, on dit ah, vous préférez que les gens souffrent. Oui, évidemment, je suis sadique et cynique, je souhaite que les gens souffrent. Et c'est un peu ce qu'on leur renvoie, vous laissez souffrir inutilement les gens alors que vous pourriez faire ça. Et donc, il y a une perception très négative qui s'est mise en place dans certains pays qui ont légalisé l'euthanasie, ce qui là aussi, d'une part, les déstabilise personnellement, mais aussi est un facteur répulsif pour ceux qui pourraient rejoindre les soins palliatifs. Alors, vous êtes juriste, et la question qui va se poser aux législateurs, ça va être quel périmètre? En fait, vous l'évoquiez un petit peu tout à l'heure avec l'exemple belge, mais qui peut être euthanasié? Qui va pouvoir être euthanasié? Si la loi est votée, la question du périmètre, elle est fondamentale. Elle est fondamentale et relative parce que la, la réalité, j'ai été frappé de l'entendre de la part d'un gériatre hollandais. J'ai participé à une émission pour Arte. Il y avait Monsieur Bert Kaiser, qui est donc gériatre hollandais, qui pratique des euthanasies depuis 14 ans. Et on lui dit, vous comprenez que les opposants soient inquiets de l'impossibilité de limiter justement le périmètre de l'euthanasie. Et le journaliste dit, c'est un peu l'argument de la pente glissante. Et Bert Kaiser répond, ah oui, 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 3 fois oui, il y a une pente glissante et nous sommes dessus. Je ne pense pas qu'il faille en avoir peur, mais il y a 14 ans, nous euthanasions des personnes qui étaient en fin de vie, qui avaient un pronostic vital engagé. Aujourd'hui, nous euthanasions des personnes qui ont pour des souffrances psychologiques. Et on va toujours rajouter de nouvelles catégories. Oui, mais je ne pense pas qu'il faille en avoir peur. Donc, quand on me dit aujourd'hui dans le débat, parce que nous, on n'a pas encore légalisé, ah oui, mais c'est le vieil argument rhétorique de la pente glissante, non, c'est la réalité exposée par un praticien de l'euthanasie dans un pays qui le vit depuis 20 ans. euh, le périmètre ne fait que s'élargir. Et ce que disait encore ce week-end Claire Fourcade, elle disait, mais au nom de quoi demain on va expliquer que telle souffrance ouvre la voie, enfin ouvre la possibilité de l'euthanasie, mais que telle autre souffrance non. Comment on va graduer et moi, j'avais demandé à un chef de service d'une unité de soins palliatifs à Rennes, justement sous dans une approche un peu juridique, je lui ai dit, mais est-ce qu'on ne pourrait pas dire, bon, ben, on fait une catégorie maladie neurodégénérative? Parce que médicalement, ça a du sens de dire, euh, on, on- on les regroupe et on accepterait l'euthanasie pour la maladie neurodégénérative. Et il me dit, mais en pratique, ça n'a aucun sens. En pratique, comment veux-tu que j'aille dans une chambre expliquer à quelqu'un qui est tétraplégique parce qu'il a fait 3 AVC qu'il n'est pas dans la catégorie maladie neurodégénérative? Donc, sclérose en plaques, Voilà. maladie de Charcot, etc. Alors justement, peut-être pas maladie de Charcot, Alzheimer. mais justement, enfin, tout ce qui peut vous amener à être tétraplégique. Et puis celui qui, dans la chambre d'à côté, a la maladie de Charcot, alors lui, il serait dans la bonne case. Et comment expliquer à quelqu'un qui a un cancer du pancréas que ce dont il souffre ne lui ouvre pas le droit à l'euthanasie, mais ouvre droit. En revanche, on trouve que quand même, la maladie de Charcot, c'est quand même bien plus dégueulasse que le cancer du pancréas. Donc
OK pour la maladie de Charcot. Et donc en réalité, la limitation ne tient pas. Et puis elle tient d'autant moins qu'il faut déjà en avoir la volonté à l'origine. Et quand je vois les propositions qui ont été débattues, quand je vois que l'article premier qui a été voté dans les acclamations En dans avril dernier, l'hémicycle donc. Hein. en avril 2021, et c'est un article qui ouvrait l'euthanasie pour les souffrances physiques ou psychiques. Donc c'est bien une alternative. On pouvait donc bien ouvrir l'euthanasie pour des souffrances psychiques uniquement. Je ne veux pas les minorer, mais on se retrouve dans ce cas comme ce qui s'est produit en Belgique en mai dernier, l'euthanasie d'une jeune femme de 23 ans pour dépression lourde certes, mais elle était simplement dépressive. Et, enfin, excusez-moi du simplement dépressive, mais ça n'engage pas le pronostic vital. Et les psychiatres, j'ai eu les témoignages, j'ai eu des études là-dessus. Je ne vais pas dire tous les psychiatres, parce que évidemment, je n'ai pas lu tout ce que peuvent dire tous les psychiatres, mais les psychiatres vous disent on ne peut jamais savoir, on ne peut jamais dire qu'on est allé au bout de ce que l'on peut faire pour un trouble psychiatrique ou un trouble psychique. On ne peut jamais dire qu'on a tout fait pour une dépression. Cette jeune femme, en plus, à 23 ans, a été euthanasiée. Il se trouve qu'en plus de ça, elle était victime des attentats de Bruxelles, ce qui rajoute un peu d'horreur à cette situation. On a beaucoup de questions qui nous arrivent sur le chat par les personnes qui sont derrière leur écran. Donc peut-être une dernière question, puis on passera aux questions de la salle. Notre conférence donc interroge quelle fin de vie voulons-nous. Moi, j'éprouve une certaine malice, si c'est possible dans ces circonstances, à reformuler cette phrase. Voulons-nous de la fin de vie? Finalement, est-ce que ce débat sur l'euthanasie n'est pas une tentative de maîtriser un sujet qui nous échappe, à savoir notre propre mort, et une volonté de surpuissance au regard de notre finitude? Bah si, je pense il y a de ça. Il y a de ça, d'une part, dans la volonté de maîtrise. Bon, je rappelle que je peux la comprendre, mais qui est quand même une volonté de pouvoir maîtriser sa vie jusqu'à la façon dont elle va se terminer. Mais j'évoque, c'était la porte-parole Elsa Walter de la mission Orsona qui disait ça, qui disait maîtriser le champ, apprivoiser le champ lexical pour apprivoiser la mort et ne plus en avoir peur. Euh, Ça aussi, c'est une tentation démiurgique. Non, enfin, ça ne va pas changer la peur de la mort. Et je pense qu'il y a une volonté, euh, quand, pour le coup, je vais me permettre, je pense que je me suis suffisamment exprimé en tant que citoyen et pas que croyant. Je vais quand même, pour le coup, quand le pape François parle du paradigme technocratique, je trouve qu'il s'applique énormément là-dessus. On veut avoir une solution. On veut, on veut, on est dans une vie, dans la vie active, etc. Il y a des problèmes, on a une solution. La solution à la mort, elle n'existe pas. On va mourir. Et derrière, on veut échapper au tragique. Et, mais moi, ce que je pense, c'est qu'en fait, on va juste échanger de tragique. On va éventuellement apporter une réponse à des solutions objectivement tragiques. Et j'ai été dans la chambre de personnes atteintes de Corey de Huntington, de maladie de Charcot, etc. Donc je minore pas, c'est objectivement tragique. Mais pour apporter une réponse à ce tragique-là, on va voir le tragique de personnes qui vont être amenées à l'euthanasie alors qu'on aurait pu faire autrement. Des personnes qui, comme au Canada, vont être amenées à l'euthanasie en raison de leur précarité, en raison de la dépression, en raison du désespoir de la fin de vie. Et ça, je suis désolé, mais le législateur, il devra vivre avec ça sur la conscience. Il vivra peut-être très bien avec ça, mais pour moi, ce sera quelque chose qu'il devra garder sur la conscience parce que des gens seront conduits à l'euthanasie qui n'auraient pas dû l'être. On va solliciter les personnes dans la salle sur ce que vient de dire et d'exprimer Erwan, sur toutes les pistes qu'il a évoquées.
On vous écoute, monsieur. Bonsoir. Je me sens très en résonance avec vous, mais la question qui me taraude, si j'ose dire, c'est que on ne peut pas demander l'avis des patients. Quand le patient est en fin de vie, il n'est plus dans son état normal. Je veux dire qu'il n'a plus l'intelligence ou l'ouverture pour choisir. Donc il peut avoir choisi avant, c'est vrai, mais ça se fait encore peu. Deuxième point, je viens de vivre ma femme est décédée il y a 6 mois d'une maladie neurodégénérative et qui a duré 4, 5 ans, 6 ans. Et il y a 4, 5 ans, 6 ans, elle me parlait d'euthanasie. Elle me parlait de la Belgique, de la Suisse, etc. Et progressivement, elle m'en a plus parlé. Elle est allée en EHPAD, ce qui était très dur pour elle. Elle n'avait que 76 ans. Et elle est allée en soins palliatifs 2 jours. Le deuxième jour, le matin où je vois le médecin, je lui demande quelles sont les constantes habituelles. La température, le taux d'oxygène, etc., etc. Mais elle me dit, mais monsieur, on ne fait pas du tout ça, nous. On ne prend plus rien du tout. On observe le médecin, le patient, pardon. Et là, je crois qu'il y a un phénomène, il y a une formation qui me semblerait indispensable aux généralistes. Non pas simplement sur la mort, mais simplement pour exercer leur métier tout au cours de leur vie. Bon, Finalement, vous je parlez de la m'arrête. culture palliative appliquée à toute la médecine en général. C'est pas une médecine, les soins palliatifs. Moi, je ne vais pas vous raconter ma vie, mais j'ai une fille aussi qui est psychologue en soins palliatifs. Et j'ignorais complètement ce qu'elle faisait. Pourtant, je suis proche d'elle. Elle m'en parlait. Mais je l'ai vécu. Et quand on le vit, on voit tout à fait quelque chose d'autre. Et je trouve que c'est assez ahurissant de vouloir légiférer. D'abord, le mot droit me choque énormément dans ce cadre-là, comme il m'a choqué dans l'IVG. Je ne suis absolument pas contre l'IVG. Hein. Je ne suis pas contre l'euthanasie non plus, pour certaines formes. Mais je pense que ce n'est pas un droit, c'est une autorisation. Enfin, c'est pas à vous que je vais dire que l'IVG traumatise beaucoup de femmes. Est-ce que vous voulez réagir à ce que dit cette personne dans la salle? Je ne sais pas à quel point c'est extrêmement sensible, précis, et puis ça va au-delà de mes capacités, en fait, de savoir à quel point effectivement la personne en fin de vie peut donner son consentement. Alors déjà, vous disiez on peut le donner avant. Moi, j'ai une grosse réserve sur les directives anticipées. C'est bien, enfin voilà, soit on peut le faire, mais je pense qu'il y a une vraie difficulté à anticiper. On n'anticipe pas ça. Euh, et comme vous le dites, effectivement, beaucoup de personnes euh, qui ont une maladie au long cours euh, pensent qu'il y a des étapes qui sont dans l'incapacité de passer, et puis ils les passent. Et ça, ils ne l'envisageaient pas. Donc, et puis vous avez aussi, malgré tout, et là je le vois avec quelques personnes que j'ai rencontrées, il y a quand même aussi une dépression souvent en fin de vie. Et la dépression, alors peut-être que enfin, là aussi je dépasse un peu mes compétences parce que c'est probablement pas exactement de la même nature qu'une dépression dans le cours de la vie, mais, mais les psychiatres mettent en avant le fait que dans le cours de la vie, la dépression a même des impacts neurologiques, enfin, et altère votre capacité de décision. Donc,
oui, ça n'est pas impossible. Après, ce qu'il y a, c'est que je lis aussi, là je suis en train de commencer à lire le livre de Martine Lombard qui est les pro-euthanasie et qui s'élève contre le fait que les médecins de soins palliatifs voudraient toujours entendre autre chose que la demande de mourir. Et voudraient toujours, quand un patient demande l'euthanasie, que ce ne soit pas ça qu'il veuille vraiment dire. Moi, ce n'est pas ce que je vois, ce n'est pas ce dont je suis témoin là où je suis. Il arrive que que les médecins disent oui, lui, il demande l'euthanasie, et puis c'est une demande maintenue. C'est rare, mais ça peut arriver. Là où je veux pas trop m'avancer, mais les dernières fois où j'ai entendu une demande d'euthanasie et une demande de mort très, très prononcée, j'ai eu le sentiment aussi d'entendre malgré tout autre chose. Et, et que de fait, il ne faille pas se précipiter, même à quelqu'un qui est capable de dire 2, 3 fois dans la semaine que c'est ça qu'elle veut. Il ne faut pas forcément se précipiter, parce qu'en lui apportant autre chose, il est possible, et il est souvent possible, qu'elle change de direction. Pas toujours, et je ne veux pas dire qu'il n'y ait pas des... D'ailleurs, il y a des gens qui vont jusqu'en Belgique aller se faire euthanasier, donc il y a des demandes maintenues jusqu'au terme. Mais voilà, c'est vrai que l'interprétation de la volonté d'un patient en fin de vie est une affaire délicate. Je vais prendre, avant de reprendre une question dans la salle, je vais prendre des questions qui nous arrivent via le chat. Il y a 2 questions, enfin il y en a plusieurs, mais il y en a 2 qui me semblent faire écho à ce qu'on a déjà dit et sur lesquelles vous pouvez approfondir. Pourquoi les médecins font-ils de l'acharnement thérapeutique pour certains? Exemple, énième chimio sur un patient métastasé en fin de vie, nanana, plutôt que de l'orienter vers les soins palliatifs. Cette question me semble très intéressante, est-ce qu'ils ont peur de l'échec à soigner le patient? Je pense que c'est une explication assez fréquente, enfin une raison assez fréquente de cet acharnement thérapeutique. C'est qu'effectivement, pour un certain nombre de médecins, leur raison d'être est de guérir et de tout tenter. Et un peu comme me le disait la psychologue, mais de façon différente, c'est qu'ils sont sur le mode « je vais tout tenter, tout faire pour cette personne, et jusqu'au bout ». Et donc ce jusqu'au bout est difficile à percevoir, mais une chose qui m'a beaucoup intéressé et touché quand j'ai préparé mon livre, j'avais rencontré Patrick Verspieren, qui est un jésuite, qui est un de ceux qui est à l'origine de l'émergence des soins palliatifs en France, et qui me disait, en fait, les soins palliatifs ne sont pas nés d'une sacralisation de la vie, ils sont nés aussi et avant tout du refus de l'acharnement thérapeutique. Parce qu'à la fin des années 70, quand la médecine avait fait tellement de progrès qu'on se retrouvait en situation de pouvoir réanimer plusieurs fois une personne, les médecins ont été interpellés, et là c'était très concrètement, c'est à la suite de l'interpellation d'une famille qui avait vécu l'acharnement thérapeutique sur leur mère, qui avait été réanimée plusieurs fois alors qu'il n'y avait aucun espoir, et qui disait mais on l'a fait souffrir jusqu'au bout. Mais les médecins, en fait, en fait, il a publié cette lettre dans la revue Laennec, et il a reçu derrière une 50aine de lettres de médecins qui témoignaient de leur besoin d'être formés pour savoir quand se retirer, savoir effectivement quand, eux qui étaient programmés. Quand ne pas être déraisonnable dans Voilà, l'obstination? eux qui étaient programmés, et effectivement, quand ne pas être déraisonnable dans l'obstination, il faut s'obstiner. Mais il y a un moment, voilà, et ça, je pense que certains sont encore programmés pour ça. Ce que disent aussi en soins palliatifs, il y a ce qu'on appelle les équipes mobiles de soins palliatifs. Donc, ce sont des équipes qui viennent dans les autres services pour apporter leur expertise. Le contact est souvent difficile. Ils sont souvent mal reçus dans les services parce que quelque part, ceux qui, en les voyant arriver, ils se disent c'est les témoins de notre échec. C'est d'une part, c'est la mort qui arrive, et
ils viennent pour nous dire, ça veut dire qu'on s'est planté. Et effectivement, en soins palliatifs, il y en a beaucoup qui disent, mais ce qui est insupportable, c'est de voir qu'on reçoit, on voit arriver chez nous des personnes qui, la semaine précédente, avaient encore une chimiothérapie. En plus, quand on parle des coûts, si on commençait par arrêter de faire des chimiothérapies inutiles, ce serait déjà une chose. Mais donc des gens qui ont encore eu une ligne de chimiothérapie, qui les a fait souffrir, qui les a fait vomir toute la semaine précédente, sans aucun intérêt, alors que on sait qu'en soins palliatifs, il y a quand même plusieurs cas dans lesquels finalement, l'espérance, la personne vit davantage. Et moi, j'en ai été témoin, de personnes dont l'état semble s'améliorer. Alors, leur pronostic vital reste engagé et ils finissent par décéder, mais pas dans les mêmes conditions que, voilà, leur état s'améliore entre le moment où ils rentrent dans le service et une semaine après, 10 jours après. Alors, il y a une question sur le chat qui me semble intéressante et il faut y répondre. La question est la suivante. La sédation profonde est-elle réversible? Alors, c'est pas le but de la sédation profonde. C'est que quand on la met en place, c'est mis en place à la suite d'une réunion collégiale où toutes les spécialités se réunissent. Donc, l'aide-soignante est là, psychologue est là, le kiné est là, le médecin est là, les infirmiers sont là. On fait venir, si c'est dans un établissement qui a plusieurs services, on fait venir des membres des autres services qui vont pouvoir avoir un autre regard sur la situation concernée. Et quand c'est dans un établissement qui n'a qu'un service, ils font venir un médecin d'un autre service pour avoir un éclairage. Donc, c'est quand au bout du compte, dans cette procédure collégiale, dans cette réunion collégiale, on décide de mettre en place la sédation, c'est que véritablement les conditions sont réunies. Et donc, on ne le fait pas pour que ce soit réversible. En revanche, ce que moi j'ai appris il n'y a pas très longtemps, c'est que la sédation profonde et continue, ça me fait penser aussi, je terminais là-dessus, la sédation profonde et continue, c'est quelque chose qui a besoin d'un suivi constant. Parce que, en fait, l'organisme s'habitue aux produits qu'on injecte. En plus de ça, comme disait la personne qui nous a formés, la réaction aux produits varie selon les personnes dans un facteur de 1 à 40. Vous pouvez mettre la même dose à des personnes différentes, elles réagiront absolument pas de la même manière. Donc non seulement il faut adapter à la personne, mais il faut l'adapter dans le temps. Donc ça demande un suivi continu avec le risque d'un réveil. Et je dis le risque d'un réveil, c'est en cela que c'est réversible, effectivement. Si on arrête d'injecter les produits, on arrête la sédation. Le risque d'un réveil, c'est que, a priori, la personne qui l'a demandé est assez ferme dans son choix et que vous avez les proches qui sont autour et que c'est plutôt traumatisant d'avoir une personne qui se réveille. Et juste, je voudrais juste dire ça, c'est que quand j'entends la sédation profonde et continue, on laisse les gens dans une situation terrible et ça peut durer des semaines. Non, ça ne peut pas durer des semaines. Quand on voit ce que ça demande de suivi constant, les équipes ne vont pas mettre en place quelque chose comme ça pour 3 semaines, un mois. Ça n'est juste pas envisageable dans le fonctionnement d'un service. On peut prendre une question de la salle, si vous voulez. Je trouve qu'autrefois, on parlait davantage d'euthanasie active et passive. Là, je ne vous ai pas du tout entendu en parler. Et je voulais savoir aussi si ce n'étaient pas les gens qui voient souffrir beaucoup à l'hôpital leurs proches, qui finissent par demander l'euthanasie aussi parce qu'ils n'en peuvent plus quand ça dure trop longtemps. Et bon, c'est déjà pas mal. Effectivement, je ne parlerai pas d'euthanasie passive et active parce que pour moi, il n'y a pas d'euthanasie passive.
Et quand on parle d'euthanasie passive, je pense qu'on pensait un peu à la sédation. Et donc, pour moi, c'est trompeur et c'est incorrect de pouvoir de qualifier ça d'euthanasie passive. Ça n'est absolument pas une euthanasie, quel que soit le qualificatif qu'on rajoute. Et donc, pour moi, il y a juste l'euthanasie. Point. Et elle est active nécessairement. Et après, ce que vous dites est très vrai. Et c'est vrai que c'est un enjeu aussi. Et c'est assez compréhensible que ce soit. Enfin, c'est évidemment une épreuve pour les proches, une épreuve assez terrible de vivre l'agonie, euh, évidemment, voilà, la personne se dégrade. C'est parfois plus insupportable pour les proches que ça ne l'est pour la personne concernée. Moi, je me suis fait engueuler 2 fois à la sortie de conférences par des gens enfin deux femmes qui sont venues me voir et en me disant, alors les délais n'étaient pas les mêmes, mais en me disant un peu la même chose, en me disant, mais ma mère a mis 8 jours à mourir, vous vous rendez compte? Alors, d'un certain côté, il y a un côté un peu étonnant, enfin 8 jours à mourir, enfin elle a peut-être mis 75 ans en fait à mourir, mais 8 jours à partir de quand on commence le décompte? Je disais, mais du coup, vous voulez qu'on fasse comment, à partir de quand c'est supportable et pas supportable? Parce que 2 jours à mourir, c'est encore acceptable. Il y a une politique, pas donner son nom, mais qui disait, mon père a mis 9 heures à mourir. Oui, enfin, moi, quand j'avais entendu ça, je sortais émotionnellement de la chambre d'une femme qui était là depuis 6 semaines dans l'unité de soins palliatifs. Et bon, bah, elle était là. On savait qu'elle allait mourir et elle pouvait pas sortir. Enfin, elle allait pas aller ailleurs, à domicile ou en EHPAD. Euh, et, et néanmoins, il se vivait quelque chose. Mais effectivement, la souffrance des proches est très compréhensible. Euh, et je ne veux pas avoir l'air d'être froid en disant en revanche, ça n'a pas à être un critère. Et pourtant, il y a une étude en Hollande qui soulignait que dans 38% des cas, le caractère insupportable de la situation pour les proches a été un facteur de décision pour l'euthanasie. Et on n'euthanasie pas une personne parce que c'est trop dur pour les proches. Enfin, pour le coup, c'est sa vie. Je ne suis pas sur mon choix, ma vie et ma liberté, mais en l'occurrence, si, c'est sa vie. On peut encore prendre une question de la salle avant de reprendre des questions du chat. Est-ce que toutes les douleurs arrivent à être calmées en soins palliatifs? Parce qu'à l'hôpital, on dit toujours non, les gens souffrent horriblement. Alors, je vous dirais que c'est une question que j'ai posée moi directement à ma première visite en unité de soins palliatifs. Je leur avais demandé effectivement ça. Et je leur avais parlé aussi de ce qu'on vous dit parfois, il y a des gens qui sont allergiques à la morphine et donc on ne peut pas les soigner. Euh, et le médecin m'a dit 2 choses. Elle m'a dit, d'une part, l'allergie à la morphine en soi, ça n'existe pratiquement pas. Il y a une intolérance à la morphine, mais ce qui signifie que vous avez des effets secondaires. Mais elle disait, mais dans le cours de la vie, c'est problématique, parce que si vous subissez ces effets secondaires, c'est un problème. Mais quand vous êtes dans un service hospitalier, on va traiter votre douleur par la morphine et on va traiter les effets secondaires par d'autres moyens. Donc on prend tout en charge. Après, moi, parmi les choses qui me faisaient peur en allant en soins palliatifs, c'était d'entendre des gens crier. Je n'ai jamais entendu un malade crier. Ça peut arriver, mais moi, ça ne m'est pas arrivé. Et j'y suis une après-midi par semaine depuis 8 mois hors vacances. Donc je n'en ai jamais été témoin. En revanche, j'ai vu évidemment tout de même des patients qui à un moment donné se crispent parce qu'ils souffrent. Mais
Mais d'une part, on les traite, et moi je suis frappé de voir la rapidité de réaction des infirmières là où je suis. Et j'aimerais que ce soit partout pareil en France. Et puis, vous avez des techniques aussi. On a parlé de la sédation profonde et continue, mais il y a plusieurs types de sédation. Et j'ai découvert que vous aviez ce qu'on appelle une sédation temporaire ou intermittente, c'est-à-dire que quelqu'un qui a des souffrances qu'on ne peut pas supprimer, euh, on va pouvoir aussi envisager de le sédater sur une partie de la journée, et se mettre d'accord avec lui pour dire à quel moment vous voulez être conscient. Et donc, souvent, ce sera à un moment où on a des visites. Donc, la personne va demander à être consciente entre 16h et 19h. Ce ne sera pas à 00 pile, mais enfin, c'est presque aussi précis que ça. Et en revanche, le reste du temps, elle sera sédatée, ce qui signifie que pendant sa sédation, elle ne souffre pas, mais ce qui a aussi l'effet supplémentaire de casser l'effet de strate de douleur qu'on peut connaître pour des choses moins graves, mais quand on souffre en continu, c'est un effet, je ne sais pas s'il faut dire biologique ou neurologique, enfin j'en sais rien, mais en fait cette douleur se surajoute et accroît la douleur. Et donc cette sédation permet de casser ce cycle. Et donc ce sont des choses qui sont mises en œuvre. Euh, et donc je pense que c'est quand même très bien traité, très bien pris en charge. Euh, et, et ultimement, c'est là qu'intervient la sédation. Quand vous avez effectivement des souffrances réfractaires, enfin la sédation profonde et continue, quand vous avez des souffrances réfractaires, où là on n'arrive pas, parce que l'enjeu, en fait, c'est d'arriver à un équilibre entre la douleur et la conscience. On peut supprimer toute douleur, mais si c'est pour être dans le coma tout le temps, ça ne présente pas d'intérêt, ni d'intérêt médical. Donc en fait, on fait en sorte qu'effectivement, la personne va peut-être ressentir des douleurs, mais des douleurs supportables, et qu'on pourra alléger. Il y a une question sur le chat. La durée de séjour en soins palliatifs est-elle limitée? Est-elle limitée à 14 jours, comme on l'entend parfois? Moi, j'ai jamais entendu ça, mais en tout cas, il y a quelqu'un qui se pose la question. Alors, j'ai entendu des choses diverses là-dessus. Euh, le fait est que moi, je vois des patients qui sont là depuis 6 semaines, 2 mois. Donc, en pratique, certains sont là depuis plus de 15 jours. Je me souviens en revanche d'un patient qui devait repartir. Et d'après ce que j'ai compris, effectivement, pour des raisons plus ou moins budgétaires, euh, en fait, il devait aller dans d'autres services au bout de 3 semaines, enfin, il pouvait revenir ensuite, mais ça n'était plus pris en compte de la même manière, et donc c'était pour lui assez dur. Parce que ça faisait plusieurs fois qu'à 3 semaines d'échéance, il fallait qu'il se réhabitue à un nouveau type de service, de nouvelles personnes, etc. Mais bon, en pratique, moi, j'ai vu des personnes là, en soins palliatifs depuis plus longtemps que ça. Et il faut peut-être préciser qu'on peut entrer en soins palliatifs et en sortir sans être mort. Oui, Non, mais c'est pas évident, en non, non, fait. c'est pas évident, mais effectivement, il y a parfois, moi, typiquement, une personne qui m'a marqué cet été, probablement parce qu'elle avait pratiquement mon âge, était beaucoup plus vieille, elle avait 3 ans de plus que moi, elle avait 50 ans, mais elle est arrivée en parlant de sa mort prochaine de façon assez calme, quoique, mais enfin bon, relativement calme. Une semaine après, elle parlait de complètement autre chose. Elle était sortie avec sa mère faire les soldes. Elle était allée déjeuner avec sa meilleure amie dans la rue d'à côté. Et puis au solde, elle avait acheté des vêtements, ouais, des petites choses avec des fleurs partout. Enfin, elle était pas du tout dans un état d'esprit morbide, si je puis dire. Et elle est repartie à domicile.
Le service s'attend à ce qu'elle revienne, mais voilà, on peut repartir. On peut aussi avoir, là c'était complètement différent. La personne avait plutôt entre 80 et 90 ans. C'était une femme d'un dynamisme. Elle avait une espèce de podomètre et elle embauchait les visiteurs et les bénévoles pour faire des tours de service en déambulateur parce qu'il fallait qu'elle voulait. Au début, elle est arrivée, elle ne sentait plus ses jambes. Et après, elle dit j'ai fait 700 mètres aujourd'hui. Et donc, elle voulait remarcher, etc. Et elle, effectivement, il y a eu une évaluation. Enfin, c'était un séjour plus d'évaluation. Et donc, c'est l'expertise des soins palliatifs pour trouver les bons dosages des médicaments, trouver effectivement comment prendre en charge convenablement la douleur, par quelle molécule, etc. Et cette personne, je ne sais plus si je crois qu'elle est repartie à domicile. Elle reste en fin de vie et son pronostic vital est inchangé, mais elle a pu repartir chez elle. Alors, il y a une question qui peut être la dernière question qu'on vous pose, étant donné l'heure. Une personne sur le chat nous dit, je pense que c'est intéressant comme dernière question, comment réussir à se faire entendre aujourd'hui dans le débat et surmonter le sentiment d'impuissance dans le souhait que la loi actuelle soit expliquée, comprise et vraiment mise en œuvre. La loi actuelle étant les 2 lois Leonetti. C'est la dernière question. Vous avez 4 minutes. Ouais. Et puis, si elle était si simple, on y serait déjà arrivé. Enfin, si la réponse était si simple. Il y a plusieurs choses. Il y a que la loi soit expliquée, comprise, vraiment mise en œuvre. Il faudrait de la volonté. On peut rappeler que la Vie avait édité il y a des années un guide sur la fin de vie, d'explication de la loi qui a été refusée par la PHP de mémoire, parce que c'était la vie et que donc voilà, c'est soupçon d'atteinte à la laïcité. Et donc, mais personne n'a produit le moindre autre livret explicatif. Moi, je vois la DMD qui nous dit nous ne militons pas pour l'euthanasie, nous militons pour l'accès aux soins palliatifs et à l'euthanasie, mais avec les moyens qu'ils ont, ils n'ont jamais fait de campagne d'explication. L'État n'en a jamais fait. Ça me dépasse un peu de répondre à comment faire pour que ce soit expliqué. Si l'État ne veut pas le faire, Erwan Le Moradec qui ne peut pas grand-chose. La SFAP a fait une campagne en début d'année 2022, il me semble. Je crois que c'est sur osonsvivre.fr. Et il y avait eu une campagne d'affichage. Et puis à un moment donné, il faut aussi accepter, il faut aussi vouloir entendre. Il y a beaucoup de gens qui ne veulent simplement pas entendre parler de ce sujet-là. Beaucoup de médecins, c'est hallucinant de rencontrer des médecins qui ne savent pas ce que sont les soins palliatifs. Vous parliez de la formation tout à l'heure, en effet. Oui. Mais ce que je veux dire, c'est que si les récepteurs possibles n'ouvrent pas leurs œillères et leurs oreilles, on peut s'époumoner autant qu'on veut, il n'y aura pas grand-chose. Alors, moi, en fait, voilà, j'ai fait ce que j'ai pu, mais après, il faudrait l'exiger de nos politiques. Il faudrait que chacun, je pense que c'est pas inutile que chacun écrive à son député, puisqu'ils vont bientôt devoir discuter de ça. Ils sont déjà en train de discuter de ça Oui, à travers la c'est mission vrai. d'évaluation de la loi Leonetti. Que je vais aller rencontrer le 2 février, avec une joie non dissimulée. Mais de fait, oui, les interpeller, leur dire qu'effectivement, ça semble incompréhensible qu'on change une loi dont les enquêtes témoignent qu'elle n'est pas connue, pas comprise. Certains en font un argument en disant on ne peut pas dire que c'est une bonne loi puisque c'est une loi qui n'est pas connue et qui n'est pas appliquée. L'avocat que je suis se dit que si on supprimait toutes les lois qui ne sont pas connues et pas comprises, on aurait des codes beaucoup plus fins.
il est évident que si la connaissance de la loi vous tombe pas du ciel si personne n'explique. Donc oui, interpeller nos politiques, mais bon, voilà, il faut que beaucoup de gens s'y mettent. Voilà, il faut que beaucoup de gens s'y mettent. C'est le mot de la fin. Je vous remercie d'avoir donné cette conférence, répondu à mes questions et aux questions de notre public. Je rappelle aux personnes qui sont là et qui sont derrière leur écran qu'il y aura une conférence animée par mon confrère Pierre Jova, journaliste à la vie, avec Konstantin Sigov, qui est philosophe ukrainien et qui viendra spécialement pour nous de Kiev, car il tient beaucoup à rencontrer les lecteurs de la vie. C'est une conférence qui aura lieu le 27 janvier prochain à 19h. Voilà, merci à tous. Et merci à vous de m'avoir invité.